Donc Mmh. ils ont une image, en fait, qui n'est même pas tronquée, enfin, qui n'est même pas fausse. C'est qu'en fait, les gens ne savent pas à quoi ça ressemble et ils sont donc étonnés de voir que, ben, c'est une vie, normale. Après, c'est une vie normale qu'il faut recontextualiser, notamment pour le film Papicha, en plein terrorisme avec, de manière ponctuelle, hein, comme le montre le film, des annonces d'attentats, des annonces d'égorgements, des annonces de faux barrages. Mais, la réalité est là, en fait. C'était une double vision qui était peut-être délicate à mettre en place et l'idée, c'est que, la plupart des films des années 90 à 2000 qui ont traité du sujet ont choisi soit des images d'archives, donc c'était de reprendre, des images de manifestations, notamment celle de 94 qui s'était soldée par un immense attentat avec de nombreux morts, les images d'archives de l'assassinat de Boudiaf, qui était l'ancien président. Et là, elle a fait le choix justement total de fiction, avec une vision en fait d'enfant. C'est-à-dire on fait partie de la même génération, elle et moi, et on était enfants en fait pendant le terrorisme. Donc en fait, elle, c'est moins ce qu'elle a vécu, du moins c'est comme ça que je l'ai ressenti, que ce qu'elle a gardé comme souvenir. Oui, c'est ce C'est qu'on un ressent trauma. bien, oui. Voilà, c'est un trauma enfantin, en fait, qui apparaît dans ce film. Je pense pas qu'elle avait volonté de dire: «Voilà ce qui s'est passé dans les années 90» ou «Voilà de la réalité des années 90». Je pense que ce serait, la faire mentir. Mais parler de ce qu'elle a ressenti en tant qu'enfant sur ce qui s'est passé, sur les images de femmes, ce serait beaucoup plus juste. Et effectivement, il y a des traumas, qui sont très forts, peut-être pas ceux que gardent les adultes, justement, avec des images d'archives qu'on retrouve avec l'INA ou YouTube, mais qui sont à l'aune, de jeunes enfants ou de jeunes adolescents. Et c'est là qu'il faut prendre le prisme de ce film, en fait. Mais par rapport à La Vie nocturne, oui, oui, il y a d'autres choses encore plus, invraisemblables qui pourraient être dites à Il y a, ce sujet. Oui, oui. Oui, oui, vas-y, pardon, Lagda, oui, vas-y. pardon, Marie, si je peux me permettre, juste deux remarques. Euh, la question est très intéressante. D'abord, sur la première, les mœurs. Ce film a gêné. Il a fait parler beaucoup en Algérie parce il a bousculé les idées reçues et effectivement, l'émancipation des femmes, c'est quelque chose qui gêne en Algérie. Et c'est une véritable réalité. Euh, Ce que je viens d'entendre est tout à fait juste. L'Algérie n'a pas attendu ce moment-là, d'autant plus que maintenant, comme le signale Linda avec les réseaux sociaux, il n'y a plus de distance entre les hommes et les femmes dans le monde. Donc on a une très grande facilité à sortir des limites et des murailles pour aller explorer ce qu'il y a dans le reste du monde. Ce que je voulais signaler, c'est que la fiction, elle est portée à, à sa grande vérité, à sa grande réalité dans le film, parce que quand on voit les femmes avec des armes et aller rentrer à l'université, dire à l'enseignant qu'on ne peut pas enseigner dans cette langue, etc., enfin, les mettre au même titre, à égalité avec l'action des djihadistes des hommes, c'est quelque chose qui n'est pas tout à fait vrai à cette époque-là, qui n'était pas en tout cas vrai, parce que l'image des femmes qui est donnée par ces hommes-là est une image extrêmement dégradée. Les femmes étaient reléguées à la présence pour les utiliser dans les camps. Et d'ailleurs, la signification qu'ils ont donnée au mariage religieux qu'ils s'autorisent, que les djihadistes s'autorisaient, c'est Zawaj al-Mut'a, c'est le mariage pour la satisfaction, pour le plaisir. Et c'est un peu l'image très dégradée qu'ils donnent aux femmes. Donc, dans ce film-là, la fiction est réelle et peut-être que le fait de mettre les femmes comme ça à la dimension des actions djihadistes, c'est justement pour lui donner un caractère totalement de fiction totale. Voilà, mais le contexte, lui, est réel. Il renvoie à énormément de réflexions qu'on a signalées en partie dans l'analyse, mais en tout cas, on va rentrer dans les tenues vestimentaires, on va rentrer dans tout ça, et il concentre énormément de messages sur les traditions, sur ce que sont les femmes, sur la liberté des femmes, mais le contraste qui est donné par rapport à la lecture des mœurs, la liberté des femmes a toujours existé en Algérie, malgré tout. Je dis malgré tout parce que ça a été un combat des hommes quand même pour cacher cette liberté et la réduire. Il faut le reconnaître.
Si je peux mettre juste un petit bémol, on ne parlait pas de djihadisme à l'époque. Ça c'est, Oui, oui, oui. malheureusement la Oui. lecture, du présent sur le passé. Bon, c'est un détail linguistique, mais ça a son importance et il y avait des femmes, notamment dans les cercles féminins, qui étaient porte-parole de la voix du terrorisme et des femmes, demandaient à leurs sœurs de se couvrir et notamment dans les cités universitaires. Après, il y a un détail sociétal par rapport aux cités universitaires qui est vrai dans le film. Malheureusement, les filles, des cités universitaires sont très mal vues. Alors c'est un détail sociétal qui C'est n'a ça, rien à voir avec c'est oui, ce que le film alors montre dès le départ, c'est que ce sont des, des filles des filles de joie, de voilà, des rien, quoi, filles des de filles peu de de joie, vertu. ouais, Enfin, c'est de petites heureusement, vertus. ce n'est qu'une mentalité, hein, c'est pas du tout la réalité. Mais malheureusement, c'est vrai, pendant très longtemps, on a mal vu les filles qui dormaient dans les cités dites dortoirs universitaires. C'est, Mmh. et pour vous donner un détail, qui moi m'avait, estomaquée, pour vous dire que ça perdure, mais vous avez des hôtels de luxe en Algérie. De grands standing, égale, 6-7 étoiles, de type Marriott, Sofitel et cetera et ce sont les seuls hôtels où vous rentrez sans livret de famille. Parce qu'en Algérie, c'est un détail, civique, vous ne pouvez pas rentrer à l'hôtel si vous n'avez pas de livret de famille, lorsque vous êtes en couple. Voilà, le réceptionniste vous refuse la chambre, vous devez prendre 2 chambres et j'étais au Marriott de Constantine et la précision, on va dire, architecturale, c'est il a été construit juste devant l'université Mentouré, la grande université de l'Est algérien et donc devant la cité universitaire et moi, toute dans la curiosité, j'ai demandé: «Est-ce que vous réclamez les livrets de famille?» Oui. Il m'a dit: «Oui» parce qu'en fait, les étudiants étant trop près, il y aurait D'accord. trop de non, non, mais c'est pour vous dire l'image de la cité Oui, universitaire oui, l'image de... je dirais, une sorte de compost de toutes les frustrations sexuelles. Je ne sais pas comment vous dire ça, mais on C'est ça. s'imagine que c'est un bordel à ciel ouvert Le et que fantasme, quoi. Un voilà, un fantasme. fantasme. Après, il se passe des choses comme dans toute société, enfin, comme dans toute micro-société, mais de là à rentrer dans ce genre de raccourci. Mais c'est peut-être aussi pour ça elle a vraiment, misé sur le lieu clos de la chambre Oui, universitaire et notamment sur, cet amoureux qui insulte les étudiantes, sans être islamiste. Il est fils de bourgeois, ça s'entend, il est parfait francophone, il a de l'argent et cetera. Mais il y a le mépris, en fait, alors qu'elles sont, entre guillemets, «l'avenir de la société» puisque ce sont des étudiantes. Vous voyez? Donc bien sûr. il y a tout un micmac qui, je dirais, si on ne prend pas des petites pincettes pour le démêler, pourrait amener à des mauvaises lectures. Vous voyez ce que je veux dire? C'est Oui, que oui. c'est la cité universitaire, c'était un lieu, en fait, de vie parallèle à la société, mais en même temps, il y avait tellement d'idées reçues dessus, mais de la part des Algériens et des Algériennes eux-mêmes. C'est-à-dire que les gens qui n'étaient pas à l'université se faisaient des films, sans jeu de mots. Fantasmer sur ce... Voilà, Voilà. voilà, se Ouais. faisaient des films sur ce qui s'y passait Je, et voilà. je te coupe parce que j'ai une Oui. question. Alors, parmi nos spectateurs, il y a des utilisateurs, à mon avis, qui ont du mal à utiliser le chat. Donc, je relais des questions qui m'arrivent sur mon téléphone. Alors, question, est-ce que on peut, comment est montée cette situation d'intégrisme en Algérie? Comment ça s'est passé alors c'est très vaste comme question. C'est très, très, heu, en fait, c'est la difficulté des films algériens, qui traitent de ce sujet. Le dernier qui a fait grand bruit et qui a eu énormément de succès, c'était, heu Ibn Leila, qui est sorti, c'est pendant le Covid et cetera. Heu et en fait, l'idée, c'est que, ces films ne racontent pas donc la genèse du terrorisme, ne racontent pas, toute cette histoire, on va dire, politique, sociopolitique.
Parce que déjà, il y a une difficulté, est-ce qu'il s'agit du prisme réel ou est-ce qu'il s'agit du prisme vraisemblable, comme on vient de le dire? Parce que l'histoire du terrorisme algérien, il faudrait remonter, avant l'indépendance, enfin, vous C'est voyez, ça. enfin, c'est une question très, très délicate. Après, Très complexe, oui. c'est revenir aux émeutes de 80, enfin, au printemps berbère et ensuite aux émeutes de Constantine, enfin, printemps berbère de 80, émeutes de Constantine de 86 et ensuite octobre 88 à Alger et dans les grandes villes. La fin du parti unique sous Chadli, qui a donné par la suite le pluripartisme, avec le fils qui a gagné les législatives, mais le fils à qui on a refusé, du moins l'armée a refusé que ces élections soient poursuivies et donc a décidé le coup d'État. Enfin, c'est remonté comme Oui, de ça reconnaître l'élection, c'est voilà, ça, oui. Et voilà, puis et c'est après, coup remonté d'État. à toute une genèse malheureuse qui a poussé l'Algérie politique et sociale dans un gouffre dans lequel elle continue, hein, il faut dire les choses. Il y a des réalités encore aujourd'hui sur certaines thématiques, notamment les féminicides, la réaction sur certains sujets qui sont horripilantes et malheureuses. L'idée, c'est que l'histoire du terrorisme et de l'islamisme, il a à prendre aussi en compte dans une société qui est en lutte à la fois qui se bat et en même temps qui est en lutte interne. C'est pour ça qu'en fait, je dis toujours que la réalité algérienne est assez difficile à expliquer parce que c'est passé par des paradoxes et des apories qui des fois ne se comprennent pas. Et malheureusement, elle est là. Et malheureusement, je dirais, donc peut-être que des personnes vont être offusquées par ce que je vais dire, mais du moins c'est je dirais une possible, voilà, je mets de l'eau dans mon vin, comme on dit, mais une possible réalité. Mais le rôle des femmes a aussi beaucoup d'importance dans la continuité de certaines situations féminines. Et certaines femmes alimentent encore aujourd'hui des discours sur la femme que certains hommes n'ont pas. Oui. Et c'est une réalité en fait de la société algérienne. Donc c'est pour rebondir à cette scène de ces veuves noires, hein, habillées en irabe, qui débarquent dans la cité universitaire. C'est que vous avez beaucoup de femmes qui ont eu un rôle pour la montée en fait de l'islamisme algérien et le faire accepter par le plus grand nombre et le plus grand nombre de femmes aussi. Et l'idée notamment du port du voile, qui est vue, je dirais de 3 manières. Vous avez les femmes qui le portent tout simplement parce elles y croient et que c'est une liberté personnelle et que ça rentre dans une culture musulmane. J'en parlais tout à l'heure avec le hijab, peut-être qu'on en reparlera sur la question du tissu, mais la femme, culturellement, s'est toujours voilée, après différemment, de différents tissus, de différentes formes. Donc c'est une réalité aussi qu'il faut prendre en compte. Les femmes âgées, les femmes mariées ont toujours eu, peut-être pas toutes, peut-être pas les citadines ou les urbaines, mais il y a toujours eu un tissu pour marquer une certaine position sociale. Ensuite, vous avez la femme qui l'a porté pour se protéger. Vous avez beaucoup de femmes dans les années 90 qui se sont mis à porter le hijab uniquement pour rester en vie. Parce Pour qu'on tuait rester, les voilà. femmes, on tuait les femmes qui ne portaient pas le voile. Combien de maîtresses, combien d'étudiantes, combien d'universitaires, combien de journalistes, combien de militaires femmes ont été tuées parce qu'elles ne portaient pas le voile. Et je pense à Katia Bengana, qui est une jeune étudiante de Kabylie, qui a été tuée et égorgée parce qu'elle ne portait pas le voile à l'époque. Et c'était pour les terroristes un signe d'alarme en disant voilà ce qu'on fait à celles qui ne portent pas le voile. Donc vous voyez, ces 3 lectures sur le voile sont une réalité aussi historique. C'est-à-dire que vous avez des gens qui n'ont jamais porté le voile pendant toute la période du terrorisme jusqu'à aujourd'hui. Vous en avez qui l'ont porté à l'époque et qui ne le portent plus maintenant. Vous en avez qui se battaient pour les femmes dans les années 90, qui étaient pour la liberté de la femme, qui étaient prêtes à toutes les révolutions possibles pour combattre l'islamisme, mais qui aujourd'hui portent le voile. Porte le voile. Justement, pardon, Ouais, je te coupe parce que non, il y a pas j'ai de une souci. question de Marie sur le chat par rapport à la mobilisation féministe en Algérie. Elle demande quelle est la mobilisation féministe en Algérie actuellement. Elle est Alors, je très, m'adresse à vous deux. Oui. oui, bien sûr.
Larda veut aussi parler, je monopolise un peu la Non, parole. non. Non, mais sur la condition féministe, je pense que je vais laisser Nawal. Je voulais simplement rajouter quelque chose par rapport à l'époque du déclenchement de la décennie noire. Parce que ça, c'est un moment. Là, on a entendu un discours qui est très, très historique, hein, sur l'évolution de la société. Et effectivement, il n'y a rien à redire. Par contre, le contraste entre la dynamique du terrorisme. Je remercie Nawal d'avoir corrigé tout à l'heure. Effectivement, on ne parle pas de djihadisme en Algérie, on parle de terrorisme. Et d'ailleurs, la décennie noire est une appellation beaucoup plus juste d'ailleurs que la guerre civile. Beaucoup refusent cette appellation de guerre civile puisque quand on lit d'ailleurs sur la toile la décennie noire et la guerre civile en Algérie, on dit c'est une guerre civile des islamistes contre le gouvernement, contre l'État. Et si on dit ça, ça veut dire que les islamistes étaient une partie intégrante totalement reconnue du peuple. Et ce n'est pas tout à fait vrai. Donc la notion de centralité de cette décennie noire, elle est simplement centrée sur le terrorisme, purement et simplement le terrorisme. Et pour le point de détail du départ et le lien avec la religion, c'est qu'on n'avait pas de contradiction, c'est-à-dire de pression religieuse en Algérie. La religion était totalement bien vécue, elle est admise sans aucune difficulté. On parle d'algérianité dans son sens le plus large. Il n'y a pas de problème ethnique. Les Kabyles sont musulmans, les Arabes sont musulmans. Il n'y a pas de problème. Il n'y avait pas de problème de religion. Et donc, ramener l'islamisme par le biais de la religion, ce n'était pas quelque chose de facile. Et donc, le point de départ des élections que Nawel a rappelé tout à l'heure, le fait d'avoir, c'était en 1991, des élections législatives ont lieu en Algérie. Il faut à peu près comprendre le système législatif en Algérie, c'est qu'il y a environ le même nombre de sièges qu'en France, à peu près 400, je crois qu'aujourd'hui c'est exactement 462, dont un tiers est donné par le chef de l'État, c'est-à-dire que c'est des nominations, et les deux autres tiers sont élus. Et en 1991, 188 sièges dès le premier tour étaient remportés par le FIS, le Front islamique du salut. Et c'est l'État, le gouvernement a arrêté, l'armée a arrêté les élections législatives. Ils avaient très très peur. Il restait 120 sièges Oui. au deuxième tour. Ils avaient très peur. Voilà, c'était le point de déclenchement de cette. Oui, merci de tes précisions. Je continue, je reprends je reprends, alors il y avait la question, de Marie sur De la la féminité. mobilisation féministe, et elle ajoute, est-ce que le haït est aussi un outil de séduction? Voilà, ce qui va nous permettre aussi de parler, on l'entrevoit en effet au moment où la mère explique à ses filles les différentes façons de le porter et de l'utiliser. Ça va nous amener aussi cette question à évoquer la thématique du vêtement, et du tissu dont on parlait la métaphore qui file donc l'ensemble du film. Et voilà, donc Linda, Bah, tu veux alors, bien. bien sûr, oui. Donc, pour reprendre à la question de la mobilisation féministe en Algérie, elle est très forte. Il y a beaucoup d'associations, il y a beaucoup de mouvements. Je pense notamment au dernier en date, c'est un mouvement des comédiennes algériennes, parce que c'est un élément, en fait, voilà, bon, il faut connaître la société algérienne et le quotidien algérien, du moins dans la presse ou les réseaux sociaux. Mais il y a une montée en flèche des féminicides depuis quelques années, et notamment l'année dernière et cette année. Et un collectif d'actrices a monté en fait une vidéo pour dire non au féminicide. Donc là, on est vraiment dans le contexte social d'un homme qui tue sa femme. On n'est pas du tout dans le contexte intégriste ou islamiste, hein. On est vraiment comme en France, à les faits divers malheureux qu'on peut entendre et les procès de l'horreur qui peuvent exister. Et il y a une prise de conscience à ce sujet en Algérie qui a pris comme porte-voix, là encore, joli lapsus et joli jeu de mots, malheureux par rapport à la situation, mais des comédiennes.
Ensuite, Mhm. le mouvement féministe en Algérie, pareil, il faudrait une conférence à elle toute seule pour parler du sujet, et je vous accorde que ce n'est pas un sujet que je pourrais présenter ainsi, dans tous les détails, mais on va dire qu'il a toujours été présent. Il y a eu de grandes voix, que ça soit des voix artistes ou des voix politiques, et c'est un mouvement qui ne s'est jamais arrêté. C'est une réalité, une condition qui a toujours alerté et qui a toujours été menée. Sans besoin, on va dire, de passer par une leçon, étrangère, ou de passer par une aide, philosophique ou théorique de l'étranger. On va dire que la femme algérienne a depuis toujours, Oui, et même au cœur de la guerre de libération, il y avait déjà un positionnement, je dirais, clair, pour que la femme algérienne ne soit pas réduite à coudre des drapeaux algériens, en attendant le retour, de son soldat époux, mais de participer dans le maquis, à des positions, peut-être pas de combat en tant que tel, même si beaucoup d'entre elles ont porté les armes, mais de relayeuses d'informations, de relayeuses, radio, d'infirmières, et cetera. Et Et de soutien. la réalité, c'est qu'aujourd'hui, on est dans un héritage des luttes passées pour un nouvel, je dirais, un nouvel envol de cette nécessité, d'un féminisme, je dirais plus algérien tout simplement, mais mondial, puisque la condition de mondial. la femme, n'est pas à réduire à ce qui se passe dans la société algérienne. Le féminisme est malheureusement une condition mondiale et interculturelle et interreligieuse. Elle n'a Oui. pas de passeport, cette lutte. Mm. Pour revenir Non. à la question du hate, tout à fait, le hate a été pendant des années, un acte de séduction, comme vous l'avez compris par la mère, hein. Quand on montre son visage, on est bonne à marier, donc il faut voir à quoi on ressemble. C'est ça. Quand on cache un œil, c'est qu'on est marié, et puis quand on cache tout, surprise, voilà, peut-être, s'agit-il de le découvrir. Mais je te remercie vivement, Marie, pour ta question sur la métaphore fil conducteur du film, parce qu'en fait, tout est cousu, tout est couture dans ce film, et il y a cette scène qui, moi, m'a fait monter les larmes, parce que c'est une scène qui est très douloureuse, mais la scène où, la sœur qui est, couturière, reçoit, le hake de sa sœur, et qui après, en fait, la scène d'après, se retrouve à lui coudre Un son seul. linceul. Mm. Et c'est la scène juste après le bus où il lui a dit, Oui, «Si tu portes pas le voile, tu seras couverte d'un linceul». Donc le tissu dans le film, il est, je dirais, il est intelligent. On aurait pu s'attendre à quelque chose d'assez basique ou d'assez raccourci, sans jeu de mots encore sur la couture, mais la réalisatrice, je trouve, a trouvé un lien intelligent justement à tous ces éléments de la couture qui filent, qui se tissent, d'histoire de femme en histoire de femme, de filiation en sororité, même si c'est un mot à la mode, c'est bien sa sœur, hein, mm, qui est dans le linceul, donc il y a quelque chose dans ce hake, dans la robe aussi, elle doit coudre la robe de mariée, mais Oui. la mariée ne l'est plus parce qu'elle tombe enceinte et qu'elle est complètement déchue par sa famille. Heu, le tissu, en fait, heu, il est comme une seconde peau. Il est comme quelque chose, d'intéressant, et ce qui est particulier aussi, c'est que, il y a peu de femmes voilées, en fait, dans le film.